Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La République démocratique du Congo, candidate pour intégrer le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Une candidature qui a été dénoncée par une cinquantaine d'ONG internationales et locales. Le résultat est attendu pour aujourd'hui. Au Mali, la conférence régionale qui s'est tenue du 12 au 14 octobre 2017 a traité de divers sujets, dont principalement la situation sécuritaire dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest. L'objectif était de trouver des solutions contre la criminalité aux frontières. Et puis de la culture avec le griot Sekouba Kandia Kouyaté. Profondément attaché à ses valeurs et à la culture guinéenne, l'artiste partage l'héritage de son père qui était également un célèbre griot en Guinée. La République démocratique du Congo a posé sa candidature au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. À la suite de cette annonce, une cinquantaine d'ONG internationales et locales s'étaient élevées contre cette candidature en évoquant des accusations de violation des droits de l'homme qui pèsent sur le pays. Pourtant, la République démocratique du Congo compte bien maintenir sa candidature puisque la ministre nationale en charge des droits de l'homme est à New York depuis plus d'une semaine pour travailler à l'élection du pays. Le résultat est attendu dans le courant de la journée. Je vous propose d'écouter à ce sujet Jean-Claude Vouemba, député de l'opposition et vice-président du groupe parlementaire UDPS et Alliés. Le problème, il faudrait voir ce problème de fond. Il ne faudrait pas que parce qu'il y a une place à prendre par rapport au Conseil des droits de l'homme, qu'on puisse s'y précipiter. Est-ce que le Congo respecte-t-il le droit de l'homme? Comment voulez-vous un pays tel que le Congo, à chaque fois, est accusé à juste titre par rapport au problème des droits de l'homme et qu'il soit l'un des pays à vouloir examiner d'autres pays par rapport aux droits de l'homme. Nous croyons sincèrement, ce n'est pas une extrade pour parader ou bien pour démontrer quoi que ce soit. Nous croyons qu'il n'est pas encore temps pour que notre pays puisse accéder à ces genres de responsabilités parce que sur le terrain, c'est autre chose qu'on voit. C'est officiel, un second tour sera organisé pour l'élection présidentielle au Libéria. À la suite du scrutin du mardi 10 octobre 2017, le sénateur et ex-gloire du football George Weah est arrivé en tête avec 39% des voix, suivi de près par le candidat et ancien vice-président Joseph Boakai, qui comptabilisait 29,1% des voix. Les deux candidats s'affronteront lors d'un second tour qui aura lieu dans un délai de 2 semaines. La zone du Sahel, de plus en plus touchée par des attaques en tout genre, était au cœur d'une réunion du 12 au 14 octobre 2017 à Bamako, organisée par la CEDEAO en présence de chefs d'État togolais et maliens. Les participants se sont entretenus sur la recherche de solutions durables pour le retour de la paix dans la zone. Mokhtar Bari, commenté par Fanny Mounichi. Consciente des risques sécuritaires qui pèsent sur les pays de la région, la conférence des chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO avait préconisé en 2016 la tenue d'une conférence sur la situation dans la région. Les attentats et les attaques des groupes terroristes amènent les décideurs à se pencher sur les causes de ces phénomènes. Le choix du Mali, qui est en proie aux groupes terroristes, n'était pas le fait du hasard, car constituant un rempart qu'il faut fortifier. Cette conférence, lors de ces assises, nous a assigné 2 tâches. Réunir autour d'une table toutes les parties prenantes et procéder à une analyse de la situation sécuritaire de la zone sahélo-sahélienne afin d'en déduire les meilleurs moyens, les plus aptes pour donner un nouvel élan à la lutte contre la sécurité pour neutraliser les forces du mal. Le président en exercice de la CEDEAO, Forna Simbe, et son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta, président du G5 Sahel, sont convaincus que des solutions à cette situation sécuritaire ne peuvent être qu'africaines, avec l'implication des populations. Nos attentes sont fortes et pleines d'espérance. Elles sont de plusieurs ordres et s'articulent principalement autour de: d'abord, l'identification des forces et faiblesses, des expériences et initiatives actuelles de lutte contre les menaces asymétriques en zone sahélo-saharienne et en Afrique de l'Ouest. Ensuite, la formulation de projets d'action concrètes, de prévention et de lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent, le narcotrafic et le crime organisé. Nous sommes
inscrits, parfois enfermés dans des mécanismes, comme on dit, de prévention, de gestion et de règlement des crises, qui parfois sont encombrés par les défauts inhérents à toute bureaucratie. Puisqu'après tout, quelle que soit l'organisation, il y a des bureaucrates qui travaillent. Et face parfois à cette lourdeur, j'ai envie de dire et de crier, parlons moins et agissons plus. La CEDEAO veut assurer son leadership sur cette question de criminalité transfrontalière. Pour réussir cette mission, elle a associé les pays qui sont hors de ses frontières, tels que le Maroc et les pays du bassin du lac Tchad. Prochain objectif, coordonner les actions pour un maillage efficace. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara a été assassiné. L'homme qui était à ce moment le président de la République et qui est aujourd'hui considéré comme le père de la Révolution a laissé un souvenir indélébile aux Africains, celui d'un panafricain luttant pour l'émancipation de son pays et du continent. Jean-Paul Ouédraogo, notre correspondant au Burkina Faso, revient sur la vie de l'homme. 30 ans après l'assassinat, le 15 octobre 1987, du père de la révolution burkinabé, sa mémoire ne finit pas de se propager. Son intense activité pour l'affranchissement du peuple burkinabé et africain aura contribué à garder de lui le souvenir d'un homme fidèle à ses idéaux de justice et de liberté. S'il a légué aux générations actuelles et futures la verve contre toute oppression, l'on retient également de lui ses règles de discipline, son éducation religieuse, sa modestie et son altruisme. 30 ans après le coup d'État qu'il a emporté, la soif de justice demeure et ses proches s'impatientent. On fait confiance à la justice parce qu'elle avance et on ne peut que se baser, en tout cas compter sur la justice. Mais tout le monde peut reconnaître que c'est quand même difficile, c'est lourd parce que pour pouvoir participer à l'existant, à ce qui se passe autour de nous, dans notre environnement, il faut quand même pouvoir faire le deuil avant de vivre simplement. Lorsqu'il est nommé secrétaire d'État en 1980, il s'était illustré en fixant sa résidence dans un quartier populaire de Ouagadougou. Ce train de vie lui convenait parfaitement, au point qu'il était parvenu à l'imposer aux Burkinabés. Pour combattre la corruption et l'embourgeoisement, Thomas Sankara n'avait pas hésité à montrer lui-même l'exemple avec les membres de son gouvernement, en renonçant à nombre de privilèges dus à son rang de président. Il se déplaçait fréquemment à vélo et conduisait sa modeste voiture, une Peugeot 205. Pour ses anciens collaborateurs, Thomas Sankara était simplement un militaire et un homme politique qui n'avait jamais oublié ses racines. Il a vécu dans le milieu pas tellement différent de ce qu'il aurait été s'il était resté au village. Il était très accueillant, très sociable et puis bon, il a duré avec le chef de canton de sorte qu'il était très connu. De sorte que Thomas a côtoyé presque, si vous voulez, la misère. Je dis la misère parce que le salaire d'un gendarme, c'était pas grand-chose, même c'était un salaire, mais c'était le taux et puis voilà. Défendant l'idéal selon lequel l'homme public était appelé à incarner la bonne exemplarité, Thomas Sankara a apporté d'innombrables valeurs, des valeurs sans doute qui lui ont permis d'imposer de nouvelles mentalités aux Burkinabés à travers notamment la culture de consommation locale, de la justice, de l'égalité et de la solidarité. De la culture à présent, avec l'artiste guinéen Sekouba Kandia Kouyaté, quatrième fils du griot légendaire Sori Kandia Kouyaté. Auteur d'une dizaine d'albums depuis ses débuts, les thèmes de prédilection de l'artiste sont la paix, l'unité et la réconciliation entre les Guinéens. Découverte dans ce reportage d'Emmanuel Milimono. Difficile pour lui de porter un héritage culturel aussi lourd que celui de son père, le griot Sori Kandia Kouyaté. Descendant d'une famille de griots et passionné de culture, Sekouba Kandia est auteur d'une dizaine d'albums dont le premier chante son appartenance à la grande famille griotte africaine. L'homme chante sur les thèmes de la paix et rappelle surtout la mémoire de la société guinéenne afin de transmettre aux générations nouvelles les moments de gloire de leurs dévanciers. C'est dans le sang, nous sommes les griots, les témoins oculaires et auriculaires de l'histoire du Manding. À bas âge, j'ai commencé la musique à l'âge de 11 ans. Nous avons continué les études, mais c'est
en 1980 que j'ai commencé la musique à proprement dit. Je l'ai commencé, mon premier album, je l'ai fait en 90 et l'album s'appelait Kanja Denke. Lorsqu'il chante, c'est souvent plus pour éduquer et sensibiliser ses mélomanes que pour les distraire. Sekouba Kandia Kouyaté est connu pour ses œuvres au sens profond des valeurs africaines. Fils de Sori Kandia Kouyaté, l'un des porte-flambeaux culturels de la révolution post-indépendance, l'artiste s'efforce à transmettre au mieux les valeurs reçues de son père. Avec l'évolution du monde, nous essayons vraiment de mettre les gens sur la bonne voie. À chaque fois que nous faisons un album, il y a des thèmes éducatifs. Paix, la société, la solidarité, l'amour, nous parlons de tout. Sekouba Kandia est aussi connu pour l'audio des chocs qu'il forme avec son épouse, Sonatata Kondé, elle-même chanteuse. Au-delà de l'effet récréatif que produit sa musique sur ses mélomanes, elles sont surtout une source de savoir sur l'histoire et les temps forts de la marche du peuple de Guinée. Il s'est défini d'ailleurs comme une mémoire vivante, animée par le besoin de transmettre sa passion aux générations actuelles et futures. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.